Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome back to Depictions Media Radio. I am your host, Michael Clogs, and today's segment is Dr. Supriya Sharma, Chief Medical Advisor with Health Canada, confirms the department's regulatory approval of the Pfizer COVID oral antiviral pill. The treatment is intended for adults with mild to moderate COVID-19 who are at risk of becoming seriously ill. She, in this segment, is going to be joined by the Chief Health Officer for Canada and the Deputy Chief Health Officer for Canada, Dr. Tam and Dr. Nguyen, and they discuss the effects and use for this new oral antiviral pill developed by Pfizer. of Canada. My name is Marika Walsh. I'm with the Globe and Mail, and I'll be your moderator today. We have opening comments today from Dr. Supriya Sharma, the Chief Medical Advisor at Health Canada, Dr. Marc Berthiaume, Director of the Bureau of Medical Sciences at Health Canada, Dr. Theresa Tam, the Chief Public Health Officer of Canada, and Dr. Howard New, the Deputy Chief Public Health Officer of Canada. So we'll take those introductory remarks now, and then we'll turn to questions. Over to you, doctors. Thank you, Marika. So good morning, good afternoon. Thank you for joining us. Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer's Paxlovid. Paxlovid is a prescription drug and a combination of two antiviral drugs, nirmatrelvir and ritonavir, for treatment of mild to moderate COVID-19 in adults at high risk of progressing to serious disease, including hospitalization or death. Until now, the medications for treating COVID-19 we have authorized have had to be given intravenously or by injection in a hospital or a healthcare setting. This is the first oral COVID-19 therapy that can be taken by patients at home, which is an important distinction. The treatment consists of 2 tablets of nirmatrelvir and 1 tablet of ritonavir taken together twice per day for 5 days. The treatment is intended for use after a diagnosis of COVID-19 and within 5 days of the start of symptoms. Diagnosis should be made using a positive test on an authorized COVID-19 test confirmed by a healthcare provider. Health Canada received the submission for Paxlovid from Pfizer on December 1st and conducted an expedited review. The authorization comes at the completion of the critical review of the data that was submitted showing that it met Health Canada's safety, efficacy, and quality data standards. Pfizer has been submitting data to Health Canada on a rolling basis throughout the review process, with new information being received as recently as last week. The recent data also included laboratory information confirming the effectiveness of the medication against the Omicron variant. This submission included data from a clinical trial conducted in unvaccinated, non-hospitalized, high-risk adults with COVID-19 infection having symptoms. The study showed that treatment with Paxlovid compared with no treatment reduced the risk of hospitalization and death caused by COVID-19 by 89% when the medications were started within 3 days of the beginning of symptoms and by 85% when started within 5 days. Health Canada's review determined that the benefits of Paxlovid outweigh its potential risks, but it's important to remember that inherently all drugs carry some risks, and this is no different. Paxlovid is a prescription medication. It has the potential to interact with a number of other commonly used drugs in ways that can decrease drug effectiveness or in some cases cause potentially serious effects. As with any prescription medication, patients need to discuss the risks and benefits of treatment with the healthcare provider who is aware of their health conditions and other medications. Following authorization of medication, it's important to continue to monitor both their safety and effectiveness once they start to be used in the healthcare system. Health Canada has applied terms and conditions to the authorization of Paxlovid that require data from ongoing and planned studies to further demonstrate the safety, efficacy, and quality of the medication.
For example, there are terms and conditions that require ongoing animal studies to support further assessment of the medication safety for use in pregnant and breastfeeding women, and monthly post-market safety reports for the next 6 months, as well as updates and results from additional studies. And if any new concerns are identified, Health Canada will take immediate action and communicate with Canadians. The authorization today provides a new tool in the toolkit against COVID-19 at a crucial time in the pandemic as we're faced with new variants. Importantly, it is a more accessible antiviral treatment for those at high risk of progression to severe COVID-19. And while we're here today to talk about this important new treatment option, I also want to remind everyone of the continued critical importance of getting vaccinated. No drug, including Paxlovid, is a substitute for vaccination. And vaccination, along with public health measures, remain the most important tools in preventing illness from COVID-19 infection. Both the Public Health Agency of Canada and Health Canada continue to strongly recommend vaccination for all eligible Canadians. I know everyone will be interested to hear when and how Paxlovid will be made available in Canada, which will be discussed by colleagues later from the Public Health Agency of Canada. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour. Je vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui. Je vais vous parler de l'autorisation par Santé Canada du médicament Paxlovid de Pfizer. Le Paxlovid est un médicament d'ordonnance qui combine 2 médicaments antiviraux, le Nirmatrelvir et le Ritonavir. Il est conçu pour le traitement des formes légères ou modérées de la COVID-19 chez les adultes présentant un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, y compris l'hospitalisation ou la mort. Jusqu'à présent, les médicaments pour le traitement de la COVID-19 que nous avons autorisés devaient être administrés par voie intraveineuse ou par injection dans un hôpital ou un établissement de santé. Il s'agit du premier médicament oral contre la COVID-19 qui peut être pris par les patients à domicile, ce qui constitue une distinction importante. Le traitement consiste en 2 comprimés de Nirmatrelvir et 1 comprimé de Ritonavir pris ensemble 2 fois par jour pendant 5 jours. Le traitement est conçu pour être utilisé après un diagnostic de COVID-19 et dans les 5 jours suivant le début des symptômes. Le diagnostic doit être établi à la suite d'un résultat positif à un test autorisé pour la COVID-19 et confirmé par un prestataire de soins. Santé Canada a reçu la soumission de Pfizer pour le Paxlovid le 1er décembre 2021 et a procédé à un examen accéléré. L'autorisation est accordée à l'issue d'un examen critique des données soumises qui a démontré qu'elles étaient conformes aux normes de Santé Canada en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité. Pfizer a soumis des données à Santé Canada de façon continue tout au long du processus d'examen et des plus récentes données ont été reçues en janvier. Ces données récentes comprenaient également des données de laboratoire confirmant l'efficacité du médicament contre le variant Omicron. Cette soumission comprenait les données d'un essai clinique mené chez des adultes non vaccinés, non hospitalisés, à haut risque et présentant des symptômes d'infection à la COVID-19. L'étude a montré que le traitement par Paxlovid, par opposition à l'absence de traitement, réduisait le risque d'hospitalisation et de décès causés par la COVID-19 de 89 % lorsqu'il était administré dans les 3 jours suivant le début des symptômes et de 85 % lorsqu'il était administré dans les 5 jours. L'examen de Santé Canada a permis de déterminer que les avantages de Paxlovid l'emportent sur ces risques, mais il est important de rappeler que tout médicament comporte des risques et il en va de même dans ce cas-ci. En effet, Paxlovid est un médicament d'ordonnance. Il a le potentiel d'interagir avec un certain nombre d'autres médicaments pouvant diminuer son efficacité ou, dans certains cas, provoquer des effets potentiellement graves. Comme pour tout médicament d'ordonnance, les patients doivent discuter des risques et des avantages du traitement avec un professionnel de la santé qui connaît leur état de santé et leurs autres médicaments. Pour tout médicament, il est important de continuer à surveiller l'innocuité et l'efficacité une fois qu'il commence à être utilisé. Santé Canada a imposé des conditions à l'autorisation du Paxlovid afin que des données provenant d'études en cours et prévues continuent d'être fournies pour continuer d'évaluer l'innocuité, l'efficacité et la qualité du Paxlovid. Par exemple, les modalités exigent des études sur les animaux pour une évaluation plus poussée de l'innocuité du médicament chez les femmes enceintes et celles qui allaitent, et des rapports mensuels sur l'innocuité post-commercialisation pour les 6 prochains mois.
ainsi qu'une mise à jour de l'évaluation des risques à mesure que les résultats d'études supplémentaires sont soumis. Et si de nouvelles préoccupations sont mises en évidence, Santé Canada prendra des mesures immédiates et communiquera avec les Canadiens. L'autorisation accordée aujourd'hui permet d'ajouter un nouvel outil dans la trousse d'outils contre la COVID-19 à un moment crucial pour la pandémie, alors que nous sommes confrontés à de nouveaux variants. Il est important de noter qu'il s'agit d'un traitement antiviral plus accessible pour les personnes présentant un risque élevé de développer des complications graves de la COVID-19. Bien que nous soyons ici aujourd'hui pour parler de cette nouvelle option thérapeutique importante, je tiens à rappeler l'importance cruciale des vaccins. Aucun médicament, y compris le Paxlovid, ne peut remplacer la vaccination. La vaccination et les mesures de santé publique demeurent les outils les plus importants pour prévenir les maladies causées par l'infection à la COVID-19. L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de recommander fortement la vaccination à tous les Canadiens admissibles. Je suis persuadé que vous aimeriez avoir plus d'informations sur quand et comment le Paxlovid sera distribué au Canada. Je vais donc maintenant céder la parole à mes collègues de l'Agence de la santé publique du Canada. Je vous remercie. Bonjour. Hello, everyone. Bonjour to tous. It's my pleasure to be here with you and my colleagues, Dr. New, Dr. Sharma, and Dr. Bethune. Throughout this pandemic, the Government of Canada has taken the responsibility to procure COVID-19 therapeutic products to ensure that Canada has early access to safe and effective treatments. Since the onset of the pandemic, several different types of treatments have been developed to help reduce the severity of COVID-19. COVID-19 treatments, along with vaccinations and public health measures, are essential to save lives, reduce illness, and lessen the burden on our healthcare facilities. And today, Health Canada announced it has authorized Paxlovid, the first COVID-19 therapy that can be taken at home. The treatment is the combination of two antiviral drugs, nirmatrelvir and ritonavir. The Public Health Agency of Canada works with Public Services and Procurement Canada to secure access to safe and effective COVID-19 treatments. Today's announcement is particularly important, as access to easy-to-use treatments could help to reduce the severity of COVID-19 in adults who become newly infected and are at high risk of progressing to serious illness. In December, the Government of Canada signed an agreement with Pfizer for an initial quantity of 1 million treatment courses of Paxlovid. While there is currently limited global supply on Paxlovid, we are working to firm up a delivery schedule with the intent of bringing treatment courses to Canada as quickly as possible. Ministers Duclos and Tassi will provide further details on the distribution of the treatment later this afternoon. Provinces and territories will determine how best to manage the available supply with support from the Public Health Agency of Canada. The Public Health Agency of Canada met with provincial and territorial colleagues to discuss deployment based on a per capita basis, with adjustments that take into account shipment requirements from Pfizer. To help inform their planning, the Public Health Agency of Canada has provided provinces and territories with interim implementation considerations for the deployment of the initial supply of Paxlovid to treat COVID-19 in the context of supply limitations. These interim recommendations are based on clinical risk factors and health equity considerations. First consideration is prioritizing individuals who are at the highest risk for severe illness and hospitalizations. Individuals in the following categories have the highest likelihood of severe illness and should be given priority for treatment given limited supply. First, those who are moderately to severely immunocompromised, not expected to mount an adequate response to SARS-CoV-2 infection, regardless of vaccine status. Secondly, individuals over 80 years of age or over whose vaccinations are not up to date. And third, individuals 60 years of age or older residing in underserved, rural or remote communities, residing in a long-term care setting, or those living in or from First Nations, Inuit, and Métis communities whose vaccinations are not up to date.
Our second consideration is to make a greater supply available for use in rural and remote communities where there is limited access to tertiary care and in situations where social and economic determinants of health, such as food insecurity, inadequate housing, and a higher level of pre-existing medical conditions may exacerbate health inequalities. The third consideration is that infection must be confirmed and treatment initiated within 5 days of symptom onset. If PCR testing is not possible, or if results will not be available until more than 5 days from symptom onset, rapid antigen tests may be used. Drug interactions and access to alternate effective COVID-19 treatments are also factors to consider. I would like to provide a reminder that no drug, including Paxlovid, is a substitute for vaccination or public health measures. This is another tool in the toolkit to fight the pandemic. It is important that everyone gets fully vaccinated and receive a booster dose as soon as they are eligible. Over time, our immune response from various vaccines decreases. A booster dose produces more antibodies along with other immune cells, help to strengthen our immune response to protect against severe illness. Finally, Canadians are reminded that both mRNA vaccines currently available are safe and effective and help protect against severe outcomes from COVID-19. Therefore, they should feel confident in accepting whichever vaccine is offered to them. Both the Public Health Agency of Canada and Health Canada continue to strongly recommend vaccinations for all eligible Canadians, including those who are pregnant, may become pregnant, or are breastfeeding. As always, vaccination, including a booster dose, is the best way to protect yourself, your families, your communities against severe outcomes from COVID-19. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous et mes collègues, la Dr. Tam, le Dr. Berthiaume et la Dr. Sharma. Tout au long de cette pandémie, le gouvernement du Canada a assumé la responsabilité de se procurer des produits thérapeutiques contre la COVID-19 afin de veiller à ce que le Canada puisse accéder rapidement à des traitements sûrs et efficaces. Depuis le début de la pandémie, plusieurs types de traitements ont été mis au point pour permettre de réduire la gravité de la COVID-19. Les traitements contre la COVID-19 ainsi que la vaccination et les mesures de santé publique sont essentielles pour sauver des vies, atténuer la maladie et alléger le fardeau de nos établissements de soins de santé. Et aujourd'hui, Santé Canada a annoncé qu'il autorisait l'utilisation de Paxlovid, le premier traitement contre la COVID-19 qui peut être pris à la maison. Ce traitement est une combinaison de 2 médicaments antiviraux, le nirmatrelvir et le ritonavir. L'Agence de la santé publique du Canada travaille avec Services publics et Approvisionnement Canada pour assurer l'accès à des traitements sûrs et efficaces contre la COVID-19. L'annonce d'aujourd'hui est particulièrement importante car l'accès à des traitements faciles à utiliser pourrait contribuer à réduire la gravité de la COVID-19 chez les adultes nouvellement infectés qui présentent un risque élevé d'évolution vers une forme grave de la maladie. En décembre, le gouvernement du Canada a signé une entente avec Pfizer pour obtenir une quantité initiale d'1 million de doses de Paxlovid. Bien que la quantité de Paxlovid à l'échelle mondiale soit limitée à l'heure actuelle, nous œuvrons à confirmer un calendrier de livraison et avons l'intention d'obtenir le plus rapidement possible des traitements pour le Canada. Les ministres Duclos et Tassi préciseront les détails de la distribution des doses de traitement plus tard cet après-midi. Les provinces et territoires détermineront la meilleure façon de gérer l'approvisionnement disponible avec le soutien de l'Agence de la santé publique du Canada. Les représentants de l'Agence de la santé publique du Canada ont rencontré leurs collègues des provinces et des territoires pour discuter de la distribution en fonction du nombre d'habitants et des mises au point qui tiennent compte des exigences relatives à l'expédition par Pfizer. Afin d'éclairer leur planification, l'Agence de la santé publique du Canada a fourni aux provinces et aux territoires des recommandations provisoires sur la mise en œuvre de l'utilisation de Paxlovid pour le traitement de la COVID-19 dans un contexte où l'approvisionnement est limité.
Ces recommandations provisoires tiennent compte de facteurs de risque clinique et des disparités en matière de santé. Premièrement, donner la priorité aux personnes qui présentent le risque le plus élevé de maladies graves et d'hospitalisation. Les personnes appartenant aux catégories suivantes sont les plus susceptibles de souffrir d'une maladie sévère et il convient de les traiter en priorité en cas d'approvisionnement limité. Premièrement, les personnes modérément ou sévèrement immunodéprimées dont on ne s'attend pas à ce qu'elles répondent de manière adéquate à l'infection par le SARS-CoV-2, quel que soit leur statut vaccinal. Deuxièmement, les personnes de 80 ans et plus dont les vaccinations ne sont pas à jour. Et troisièmement, personnes de 60 ans et plus résidant dans des communautés mal desservies, rurales ou éloignées, résidant dans un établissement de soins de longue durée ou membres d'une communauté autochtone dont les vaccinations ne sont pas à jour. Deuxième considération, envisager de mettre à disposition une plus grande quantité de médicaments pour les communautés rurales et éloignées où l'accès aux soins tertiaires est limité et pour les contextes où les déterminants sociaux et économiques de la santé, comme l'insécurité alimentaire, les mauvaises conditions de logement et un niveau plus élevé de problèmes de santé préexistants, peuvent exacerber les disparités en matière de santé. Et troisièmement, l'infection doit être confirmée et le traitement commencer dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes. S'il est impossible de se soumettre à un test de dépistage moléculaire ou dans l'éventualité où le résultat n'arriverait que plus de 5 jours après l'apparition des symptômes, un test rapide de détection des antigènes peut être utilisé. Les interactions médicamenteuses et l'accès à d'autres traitements efficaces de la COVID-19 sont aussi des éléments à considérer. Nous tenons à vous rappeler qu'aucun médicament, qu'il s'agisse de Paxlovid ou d'un autre, ne peut se substituer à la vaccination ou aux autres mesures de santé publique. Ce n'est qu'un outil de plus dans la trousse dont nous disposons pour lutter contre la pandémie. Il importe que toutes les personnes soient complètement vaccinées et reçoivent une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 dès qu'elles y sont admissibles. Au fil du temps, la réponse immunitaire que nous procurent les vaccins diminue. Une dose de rappel augmente la production d'anticorps qui, avec d'autres cellules immunitaires, contribuent à renforcer notre réponse immunitaire pour nous protéger contre la maladie grave. Enfin, nous rappelons aux Canadiens que les 2 vaccins ARNM offerts à l'heure actuelle sont sûrs et efficaces et procurent une protection contre les conséquences graves de la COVID-19. Par conséquent, les Canadiens devraient accepter sans crainte le vaccin qui leur est proposé. L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada continuent de recommander fortement la vaccination à tous les Canadiens admissibles, y compris aux personnes enceintes, à celles susceptibles de le devenir ou à celles qui allaitent. Comme toujours, la vaccination, y compris la dose de rappel, est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger vos familles et vos communautés des conséquences graves de la COVID-19. Merci. Thank you. Miigwech. Okay, thank you so much, doctors. As there are no questions in the room, we'll turn it over to the telephone lines. We have until noon today for questions and answers, so please keep that in mind. So more people, the shorter the question and the answer, the more people can get a question in. Over to you, operator. Thank you, merci. You may press star 1 if you have a question. Vous pouvez appuyer sur étoile 1 si vous avez une question. The first question is from Ryan Tumilty from the National Post. Please go ahead. Yeah, hi there. So I'm wondering, in practical terms, how you see this drug being dispensed. I assume that to get a prescription for it, someone will need a positive COVID test, and there's such a shortage and delay in those. And with the fact that they have to get the drug within a few days of treatment, I wonder if you see a lot of practical barriers to people actually being able to use this drug.
It's Dr. Yu. Maybe I could start. Oh, sorry, I was on mute. It's okay. Go ahead, Dr. Tam. Sorry about that. So I think there are definitely key operational considerations on the ground, and provinces as well as the clinical networks in the system are thinking through that right now. And they have been doing so, for example, for the utilization of some of the other treatments like sotrovimab. So this is not starting from scratch. They have been looking at how do you actually provide these treatments to those who most need it. And so I think the PCR testing and testing in general by the provinces and territories have been prioritized to the high-risk groups. So they will likely consider doing that as well. So that actually aligns with the prioritization of treatments, is that the testing is being prioritized for higher risk individuals. But you're right in that there's many innovations on the ground that are being thought about right now, and using, for example, community pharmacies, designated prescribers, making sure that testing centers, for example, can direct people to the right clinical expertise, and also setting up reference expertise. For example, Dr. Sharma and us, we've mentioned the issues with drug-drug interactions. So if you're on certain medications, you have to be careful when you're using this drug. And for that, the pharmacists as well as clinical experts have been discussing how best to provide that reference reach back so that frontline prescribers will know what to do. It's Dr. New. Maybe I can just add some additional points to what Dr. Tam has said. As you can see from our opening remarks, the Public Health Agency of Canada has developed a document for considerations by our provinces and territories in terms of the deployment of this treatment, which we appreciate was probably in a sort of initial limited supply. And certainly I want to give a shout out to the clinical experts of this ad hoc group we put together that really gave their valuable time and expertise. You know, they're on the ground on the front lines, and they gave us a bit of a reality check in terms of the practical issues that they'll be facing on the ground in terms of delivery of healthcare. And so with their input, we developed the considerations, as you can see in the document, which I understand will be posted, I think, publicly on our website, if not already, shortly, that gives that initial sort of considerations to the provinces and territories, recognizing that, you know, the way healthcare delivery is set up in each of the jurisdictions is slightly different, and takes into account as well unique aspects such as, you know, the proportion of, you know, remote isolated communities, social determinants, and so on. So with all that in the mix, hopefully the guidance we give in terms of considerations will be used to good effect by the provinces and territories as they move forward with the initial deployment of this treatment. Thanks. Yeah, maybe just as a follow-up, I'll ask this question a bit more directly. As I understand it, the way the drug works, someone would have to develop symptoms, see a doctor, get a test, get a prescription, get the test results back, and get the drugs and start the treatment all within 5 days for it to be most effective. Given the current situation in Canada, do you think it's likely someone will be able to do that? Dr. Tam? Yeah, so as I said, that I think these drugs, these treatments, this first treatment that is taken orally and can be taken at home will be in high demand. And there are mechanisms being set up right now to make sure that individuals in these high-risk groups, for example, clinicians looking after those who are moderately or severely immunocompromised, are getting themselves ready to respond to the needs of that group, and those in long-term care and other places as well. So I do think that the criticality at the moment is really, you know, nobody in the world has enough supply.
But I do think implementation, if you recall right at the start of the vaccination campaign, the initial doses were relatively small, but it gave us a chance to essentially get all of the system rehearsed and ready for when there's more supply. So I kind of see the initial doses as being just part of that system testing itself out and getting itself ready. Yes, Dr. New, maybe I can just add, if you look at the highest risk groups in terms of the elderly, especially in certain settings, certainly what we appreciate from the clinical experts who gave us their best input and advice on the ground is that that's what is being looked at within the various provinces and territories. They're already, I think, being sort of prioritized for even testing. So if you were a clinician on the ground dealing with patients in those high risk groups, immunocompromised, elderly, and so on, certainly. If someone develops symptoms, I think, certainly I can't speak for the provinces and territories, but I would think that those individuals would be at sort of close to the top of the list to get that rapid sort of assessment, test and results, and then hopefully, be given the medication as per sort of the way the provinces and territories are going to use this treatment. Thank you. Thank you, merci. La prochaine question de Louis Blouin, Radio-Canada. La parole est à vous. Oui, bonjour. Question soit pour Dr. Nou ou Dr. Sharma. Selon ce qu'on sait, puis je vais continuer un peu sur ce que mon collègue vous demandait, cette pilule antivirale doit être prise tôt pour que ce soit efficace, mais en ce moment, on le voit, l'accès au dépistage est très difficile. Est-ce que ça va vraiment faire une différence si le dépistage n'est pas accessible, considérant qu'il faut aller voir un médecin, qu'il faut obtenir un test rapidement? Est-ce que ça va vraiment être possible dans la pratique pour les gens de bénéficier de cette pilule-là? Merci pour la question. C'est Dr. New, peut-être je peux commencer. Oui, en effet, je pense que c'est un autre outil important dans notre trousse des outils à ajouter à notre programme de vaccination aussi avec toujours les mesures de santé publique. Moi, ce que je pense que actuellement, dans les provinces et territoires, les cliniciens, les fournisseurs de soins de santé sur le terrain, ils sont au courant, c'est qui les groupes à haut risque pour avoir les conséquences graves. Donc, je pense que c'est vraiment pour les provinces et territoires, mais je pense qu'ils sont en train d'élaborer un plan pour dépister les personnes à plus haut risque pour les conséquences graves. Et je pense que c'est fait partie de leur planification aussi pour être prêt pour administrer les médicaments tôt, dans les 5 jours après l'apparition des symptômes. Pour les personnes qu'on a déjà constaté, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées de 80 ans et aussi même de 60 ans et plus qui ne sont pas peut-être à date avec leur vaccination. J'aimerais ajouter qu'on peut utiliser les tests rapides si ce n'est pas possible d'obtenir des tests moléculaires. Merci pour la précision. Évidemment, il y a beaucoup de si en ce moment. J'aimerais savoir quand espérez-vous que ces pilules antivirales fassent une différence pour alléger le fardeau de notre système de santé? Quand espérez-vous qu'on va voir une différence avec ce nouvel outil-là qui s'ajoute? C'est Dr. New, peut-être je peux commencer. Ce qu'on espère, c'est un autre outil dans notre trousse des outils et si on peut prévenir les personnes contaminées avec le COVID-19, de ne pas, comme dit, continuer à évoluer avec des conséquences graves, maladies graves qui nécessitent une admission à l'hôpital ou même dans une unité de soins intensifs. Ça, c'est le but. Donc, je pense que aussi c'est très important avec le déploiement initial de ce traitement. Aussi, comme dire, faire la collecte comme dire, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui vont recevoir le médicament pour voir est-ce qu'on a réussi
éviter l'hospitalisation. Et même aussi, je pense que c'est très important, même à l'heure actuelle, de regarder quel est le profil des personnes déjà dans les hôpitaux, parce que peut-être ça va nous aider à donner des indices, un profil pour les types de personnes qui peuvent profiter de ce traitement au futur pour éviter les autres hospitalisations. Et en fin de compte, c'est vraiment aussi, je pense que on a toujours comme but vraiment de lâcher un peu la pression sur notre système de santé. C'est vraiment le but. On souligne toujours le point que la vaccination est la meilleure façon, à part aussi des mesures de santé publique, d'éviter les hospitalisations aussi, le fardeau sur notre système de soins de santé. Mais ce traitement est un autre outil, supplémentaire. Thank you, merci. The next question is from Mia Rabson from the Canadian Press. Please go ahead. Yeah, hi. I'm just wondering, going back to sort of what Ryan was asking about, we know, for example, that it's really hard to get testing done right now. These priority groups that you're talking about are supposed to be prioritized for that, but even getting rapid tests can be difficult. So can we sort of revisit this issue of how easy it's going to be to actually get this to people within 5 days, the practical realities of that? Yes, Teresa Tam. So again, that has to be worked out on the ground, but it is challenging. There is no doubt about it. First of all, spotting that you may have symptoms and then getting medical attention quickly. So I do think increasing awareness to the at-risk populations that there may be treatments available now, even though, we anticipate at the beginning the supply is not going to be great anywhere. But I think one is public awareness, that if you're in these categories, and do pay attention to the provinces when they announce who they're going to be supporting initially, and then follow the instructions that are provided, because each community is going to be a little different in terms of how they're going to roll this out. As I said, there's initiatives on the ground to try and facilitate the implementation, but there is no doubt that one of the key challenges of these antivirals is to the fact that they have to be given really early on in the course of the clinical course. So not easy, but again, I think everybody really just needs to give it a good try, because it would be, I think, an important tool going forwards. Some people have talked about this drug before as a so-called game changer in the treatment of the pandemic. Obviously, supply issues would have to come up in order for any real impact. But I'm just wondering if you can talk about what this really means towards going from this sort of intense stage of the pandemic to a more endemic phase. Well, I think given one of the key goals is to reduce the severity impacts of this pandemic, this kinds of treatment that people can take at home, and unlike some of the monoclonal antibodies that has to be given by several infusions at a clinic or a healthcare setup, this is going to be much easier to do. But the challenges that you've identified just now are continually going to be challenging. So one hopes that the testing as well as the rapid deployment will be worked out in the coming weeks and months. But it will definitely add another really important tool, because it will potentially blunt the severity of the illness, which is the key goal. And it also offers those who don't mount a response to vaccination or couldn't get vaccinated for whatever reason, who are at the highest risk of severe outcomes, hope, as well as the reduction in the pressure on the health system. Thank you, merci. La prochaine question est de Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles. La parole est à vous.
Oui, bonjour. Merci de prendre nos questions. Peut-être pour Dr Berthiaume, je cherche à savoir, vous parliez d'efficacité donc du traitement après un certain nombre de jours. Je me demandais à partir de quand les symptômes sont trop graves pour que le médicament soit efficace. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Merci pour la question. Le médicament est approuvé vraiment pour les formes légères à modérées dans les 5 premiers jours. L'infection par le COVID va généralement donner des symptômes légers à modérés dans les 5 premiers jours. Donc, le médicament peut être utilisé à ce moment-là suite à un test positif. Dès on dépasse cette fenêtre-là, on ne peut pas utiliser le traitement antiviral parce qu'on n'a pas de données sur son efficacité, mais pour quiconque présente des symptômes légers à modérés, ce qui serait ce qu'on attend dans les premiers jours d'une infection à la COVID-19, le Paxlovid va pouvoir être prescrit et utilisé. OK, merci. Et peut-être en suivi, je reviendrai sur un peu la question de l'accessibilité, le délai qui doit être très, très rapide. Dr Tam parlait du fait que les tests rapides peuvent être utilisés donc pour confirmer l'infection, pour obtenir le médicament. Est-ce que c'est simplement ça? Est-ce que de recevoir un test rapide positif pourrait permettre, et j'imagine que ça va dépendre des provinces, mais permettre d'aller chercher le médicament par la suite simplement avec un test rapide? Est-ce que c'est bien ça? Je vais laisser peut-être le docteur nous répondre à la question par rapport au déploiement des tests. Mais en effet, juste pour clarifier peut-être, l'indication, c'est d'obtenir un test rapide. Ça peut être un test moléculaire de type PCR, mais ça peut être un test COVID, ça peut être un test moléculaire de type PCR, mais ça peut aussi être un test rapide. Donc, l'un ou l'autre, comme quand même les tests rapides sont spécifiques, là, va pouvoir donner accès au traitement. Je ne sais pas si le docteur Nou veut faire d'autres commentaires sur cette question. Oui, merci, Dr. Berthiaume. Moi, je peux ajouter que oui, avec notre groupe d'experts, c'est vraiment un point souligné que c'est important d'avoir, comme dit, une test laboratoire, comme dit, positif avant de commencer le traitement, parce que c'est un médicament en ressources limitées. Il faut vraiment, comme dit, vérifier que le patient a vraiment la COVID-19. Donc, comme Dr. Berthiaume a constaté dans le contexte du Canada ici, ça peut être, comme dit, un test de dépistage moléculaire ou ça peut être un test rapide d'antigène. Mais ça doit être comme un dépistage, un test positif avant de commencer le traitement. C'est ça ce que les experts nous a dit que c'est un principe important. C'est pourquoi c'est aussi quelque chose on a mis comme une considération dans notre document. Puis peut-être en complément de réponse par rapport à votre question, là, j'aurais pu aussi spécifier que c'est pas un traitement qui est indiqué chez quelqu'un qui est rendu dans une hospitalisation. Donc, c'est vraiment doit être utilisé dans les 5 premiers jours. Mais lorsqu'on est rendu dans une forme sévère, il n'y a pas de démonstration de son efficacité. Alors, c'est vraiment un médicament qui va bloquer la réplication virale. Donc, c'est vraiment dans les premières phases de la maladie qui va pouvoir démontrer ses bénéfices. Thank you, merci. Oui, the next question is... Oh, sorry. Oui, c'est ça, continue pas encore ajouter quelque chose à ce que Dr. Berthiaume a constaté. Oui, on a tout, comme dit, une gamme des traitements ici disponibles au Canada et quelques traitements, on utilise plus dans les hôpitaux pour les patients qui ont la maladie grave et avec le traitement maintenant, le Paxlovid, c'est un autre outil, peut-être, on espère, pour prévenir les patients à rentrer dans un hôpital pour peut-être les soins intensifs. Donc, c'est très important d'utiliser tous les outils disponibles pour aussi lutter contre la COVID-19. Merci. Thank you. Merci. The next question is from Abigail Biman from Global News. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. I just want to understand a bit more when you talk about people who are not vaccinated being on the priority list. I'm wondering what kind of discussions there have been around, the limited amount of this drug and how expensive it is, and whether people who choose not to get vaccinated should be put on a priority list.
Yes, this is Teresa Tam. So this is a scientific and rational use of the drug that is in short supply. We know that the unvaccinated are at higher risk of getting severe outcomes and getting hospitalized and ending up in the ICU. So this is the evidence, and we're following that evidence. And so I think that as healthcare providers, you don't pick and choose which patients you have coming into the hospital and getting treated. And so I think this approach ensures that we are prioritizing treatments to those most in need. And I really appreciate the inputs from the experts, including the ethicists, who contributed to this discourse. And the priority groups you have now represents the collective efforts at laying down not just the clinical criteria, but the ethical considerations, as well as health equity. Thank you. I also want to ask, given there's such a long list of people who shouldn't take this drug due to being on other medications or having specific conditions, that long list seems to overlap with the population you would deem to be at highest risk. So I'm wondering, sort of in layman's terms, if you can describe how accessible this drug would be to high-risk populations. Like, would you say most high-risk people could take this drug, or is it only a small percentage of those at high risk to COVID? How helpful will it be? So maybe I'll start, and not sure if Dr. Sharma or others will add. Yes, according to the product monograph, one of the key considerations is the interactions with other drugs. So the key is that this is a prescription medication because that's one of the key considerations. So I can't tell you percentage-wise exactly how many of the high-risk groups will be on that list of drugs. I don't have that figure. But I do think that is absolutely worth consultation with health providers and not be scared to deploy this drug either. The expert pharmacists, as well as physicians and other health providers, will be able to work this through with the patients. And perhaps just to add, the way that the medication works is that there's one part that actually interrupts the way that the virus reproduces, and then there's another medication that blocks the breakdown of that drug, and that's the ritonavir part. And because of that, ritonavir is there. That's why there are so many drug interactions. But that's not unique to this medication. So there's a group of about 27 drugs where we're saying the product should not be used if somebody is on those drugs, and then a much longer list of products where there might be some interactions. And you're right that if you have people at higher risk, so if people are in the older age group or have other illnesses, they're more likely to be on those medications. But that's why we put all the information out on these drugs so that the pharmacists are aware, the healthcare practitioners are aware, and people are aware of which medications that they may be on that might interact. And it might be, because this is a short course, it's a 5-day course, it may be that some of those medications could be stopped for a short period of time, or there may have to be some dosage changes. So it really is the way that we look at all medications. If there are considerations on how they should be prescribed or how they're best to be used, we want to make sure that all that information is out there so that people are aware of that, and then they can make their healthcare decisions appropriately. Thank you. Merci. La prochaine question est de Alice Girard-Bossé, La Presse. La parole est à vous. Bonjour, j'aimerais savoir, est-ce que le médicament devra obligatoirement être prescrit par un médecin? Est-ce que, par exemple, un pharmacien pourrait le faire également? Je vais peut-être commencer, puis si le docteur No veut commenter. Donc, c'est un médicament sur prescription, donc qui, dépendamment des provinces, il va devoir être prescrit par quelqu'un qui a les droits de prescrire dans cette province-là. Donc, ça peut varier d'une province à l'autre. Il y a certains médicaments qui sont délégués à certains autres professionnels, donc c'est pas nécessairement un médecin. Puis, dans certaines provinces, il y a aussi des délégations d'actes qui se font spécifiques à la COVID-19. Fait que,
chaque province va pouvoir un petit peu décider là, de façon spécifique qu'est-ce qui est possible dans leur contexte. Mais à la base, ça prend un professionnel de la santé qui peut évaluer les interactions médicamenteuses parce que, comme on a discuté préalablement, c'est un produit qui a un certain nombre d'interactions médicamenteuses. Alors, il faut évaluer la condition du patient, l'indication, puis aussi l'ensemble des autres médicaments que le patient prend pour voir, par exemple, certains médicaments peuvent être temporairement cessés parce que c'est quand même juste un traitement là, de 5 jours qui doit être pris. Fait que je vais laisser peut-être le Dr. No compléter s'il y a d'autres commentaires. Non, c'est Dr. New. Rien d'autre à ajouter. Je suis complètement d'accord avec ce que Dr. Berthiaume a dit. Merci. Parfait. Vous avez mentionné qu'il y a un certain nombre d'interactions avec les médicaments. Quelles sont justement les contre-indications pour ce traitement? Dr. Berthiaume, vous êtes sur la sourdine? Merci, excusez-moi. Donc, c'est une longue liste de médicaments, fait que ça serait un petit peu laborieux de toutes les présenter là aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 19 classes de médicaments qui incluent là, 37 différentes molécules qui sont contre-indiquées d'être administrées de façon concomitante avec le Paxlovid. Par ailleurs, il y a un groupe additionnel là, de presque 120 médicaments qui, eux autres, regroupent environ 28 classes pharmacologiques pour lesquelles on doit quand même s'assurer de penser à une interaction, des fois ajuster les doses. Donc, c'est un médicament qui a une certaine complexité dans l'administration à cause des interactions. Mais ceci dit, les médecins et les pharmaciens sont quand même assez habitués là, de façon générale à administrer des médicaments et à tenir compte des interactions. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un ajustement pour ce nouveau médicament-là, mais plusieurs de ces problèmes-là peuvent être solutionnés, mais ça va quand même prendre une expertise là, clinique, pharmacologique là, pour déterminer puis optimiser les patients. Mais il y a une longue liste de médicaments, comme je vous dis, elle est disponible là, en ligne actuellement. Là, la monographie canadienne a été mise en ligne. Vous pouvez aller voir l'ensemble des données, mais ça regroupe un certain nombre de médicaments. Thank you. Merci. The next question is from Dylan Robertson from the Winnipeg Free Press. Please go ahead. Hi, Dr. Tam. Is it not inequitable to distribute this resource on a per capita basis when we know that certain provinces and territories have much higher proportions of immunocompromised and rural patients and much lower hospital capacity? Dr. Tam, would you like me to? Sure, you go ahead and I can supplement if needed. Okay, well, thank you for the question. And the reason I'm jumping is that I've been sort of more at the the programmatic level, logistical level, working with our counterparts in the provinces and territories. So maybe I could just start with sort of the principle of the per capita allocation. It's a starting point in terms of distributing the treatment, obviously courses across the country. But it's also been taken into account the fact that there are certain populations, for example, Indigenous populations that are also having different proportions within the provinces and territories. So that's also been taken into account. There's also been, for example, a certain allocation given to Indigenous Services Canada, obviously to look at specific settings, for example, remote nursing stations and so on. So that's a part of sort of the complexity of how we're actually going to allocate. And obviously, we'll see as we go along in terms of any adjustments that need to be made in terms of demand and need with our provinces and territories. But sort of as the starting principle, it's just easier to state that, we're doing on a per capita allocation. But, obviously, there's a lot of detail and other sort of nuances that we're working on behind the scenes. Thank you. It's Marika Walsh in Ottawa. We have time for one more question and a follow-up. Sorry, do I get a follow-up too? Oh, sorry, Dylan, yes. No, it's okay. I hope Indigenous Services Canada provides that number today. And Dr. Sharma, can you please explain how this is related to the monoclonal antibody treatment? Is there any sort of clinical guidance for when the antibodies are best versus the pill, or is it solely on a question of logistics and distribution? All right. So, all of the treatments that we have, whether they're for
So a lot of the monoclonal antibodies are really for a subgroup of patients with COVID-19 that are actually in hospital or quite severely ill. And that's once you've had the illness, it's been established to have those treatments help to decrease the severity of illness. This is a medication that, because it blocks the replication of the reproduction of the virus, that's why you need to catch people early. So these are for people who have been exposed to COVID-19. They have some symptoms that have started. They've got a positive test, and it's really to prevent them to progressing to requiring hospitalizations or intensive care. We do have other long-acting monoclonal antibodies that we have under review. So one of those products is Evusheld, and that is used even before you have any symptoms. So basically, you don't have COVID yet, and it's really a long-acting monoclonal for prevention. So, we also have other medications that are treating severe people in hospital. We've got the Remdesivir that's been authorized, the Sotrovimab as well, and other medications like steroids. So, that's why it's it's a toolkit that we have of different therapies. It's still best, obviously, to prevent infection overall. So getting vaccinated is still the best prevention in terms of COVID illness, especially severe illness, hospitalization, and death. We know that the vaccines, even in this Omicron wave, are very effective against that. But really, there are some groups that potentially don't have that immune response, either because they are unvaccinated, undervaccinated, or they have an immune problem, or they have other risk factors. So this is really one medication in that area to try to prevent hospitalization and death.